Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Destin politique. Aujourd'hui, nous accueillons un invité, Hassan, qui soutient le Parti communiste. Il est chez les Jeunes communistes et au PCF, et il est responsable à l'organisation. Nous avons nos deux chroniqueurs habituels, Cédric et Valentin. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du communisme et du programme de Fabien Roussel. Alors pour commencer, Hassan, pourquoi soutenir le Parti communiste? Bonjour, bonsoir à vous. Pourquoi soutenir le Parti communiste? J'ai fait le choix de soutenir Fabien Roussel et bien au-delà d'adhérer aux Jeunes communistes et au PCF il y a 10 ans, quand j'avais 16 ans. Ça va faire ma 10e année de carte cette année. Et là, la candidature de Fabien Roussel, je pense que je la soutiens puisqu'il est temps pour moi de enfin retrouver une gauche sincère, une gauche honnête et une gauche populaire. Et, euh, et je pense qu'il faut proposer quelque chose de nouveau quand on a en face une partie de la gauche qui a trahi. On a une partie de la droite et une droite qui propose finalement pas grand-chose de nouveau que les bonnes vieilles recettes plutôt néolibérales. Du coup, nous, Fabien Roussel, c'est un peu la nouveauté. Et je sens qu'autour de sa candidature, il y a vraiment un vent de fraîcheur qui souffle sur la gauche et sur le pays en général. Et que ce soit pour la jeunesse, pour le monde du travail, pour la planète, pour le pays, je me suis engagé aux côtés de Fabien Roussel pour un peu tout ça, pour relever le défi des jours heureux, comme on dit chez nous. D'accord, merci. Alors, pour commencer, par rapport au programme de Fabien Roussel, il compte mettre en place une loi qui rétablira la retraite à 60 ans à taux plein. Qu'est-ce que tu en penses, Hassan? Je pense que c'est urgent de mettre en place cette loi parce qu'on voit beaucoup de salariés, de jeunes salariés qui souffrent au travail, qui font des métiers pénibles et qui se tuent à la tâche et, et qui, on va dire, finissent épuisés. Donc, le principe de la retraite, le principe un peu de la sécurité sociale, ça a été mis en place par des communistes avec des gaullistes en 1945 avec le grand programme du Conseil national de la résistance. En tout cas, c'est un ministre communiste Ambroise Croizat qui met en place la sécurité sociale. Le principe de ça, c'est de dire que chacun cotise en fonction de ses moyens pour que chacun puisse recevoir en fonction de ses besoins. C'est basé sur un vrai principe de solidarité nationale. Et ça, je pense qu'il faut le réaffirmer. Et quand des travailleurs ont bossé 40 ans, ont commencé à bosser tôt dans beaucoup de métiers pénibles, épuisants, je pense qu'au moment, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour l'économie, de se dire à un moment, arrive l'âge un peu du repos, de passer à autre chose, de laisser aussi la place aux jeunes. Et je pense qu'on ne doit pas crever au boulot, quoi. Il y a un moment où il faut se poser et c'est un choix de société. C'est un vrai projet de société de se dire, c'est un choix fort, hein, c'est pas anodin, de se dire, il y a une partie des gens qui ont assez bossé, qui ont suffisamment bossé, et collectivement on fait le choix de cotiser tous les mois pour permettre pour permettre aux vieux de profiter de la vie différemment et d'arrêter un boulot qui aujourd'hui est souvent pénible et donc de laisser la place aux autres. Donc je pense que 60 ans, il est grand temps de passer l'âge de la retraite à 60 ans. On nous dit souvent oui, mais l'espérance de vie augmente, il faut augmenter le temps de travail. Sauf que l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue parce que on se tue au travail. Et donc moi je pense que la retraite à 60 ans, c'est une bonne chose et il faut faire ce choix de société, réaffirmer ce choix de société, de se dire que collectivement, on permet aux anciens de partir à la retraite et de pouvoir continuer à avoir une vie digne. Alors, je pense que Valentin veut répondre. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, bien sûr, à 60 ans, c'est bien pour l'individu. Évidemment qu'un individu souhaite partir le plus tôt possible à la retraite, c'est totalement compréhensible. En revanche, effectivement, l'âge de la retraite, l'espérance de vie augmente,
considérablement d'ailleurs, puisque la dernière fois qu'on a eu qu'on a eu le droit à la retraite à 60 ans, c'était dans les années 80 sous François Mitterrand, et que l'espérance de vie était à peu près de 70-75 ans, 80 ans maximum. Aujourd'hui, une femme peut vivre sans problème jusqu'à 90 ans, et un homme jusqu'à 85 ans. On le sait, il y a à peu près 50 ans de différence entre les hommes et les femmes en espérance de vie. Et d'ailleurs, effectivement, il suffit d'aller en maison de retraite, il y a de plus en plus de personnes qui sont encore en mobilité, enfin, à 90 ans, il y en a certains qui ont encore une bonne mobilité. Donc dire que la santé diminue ou je ne sais pas trop quoi, c'est totalement faux. Et surtout, il faut bien penser que ça a un coût économique, la retraite à 60 ans. Euh, Moi, du coup, vu que je suis adhérent à Reconquête, je vais donc effectivement défendre ce que Zemmour dit, puisque effectivement, je suis favorable à passer l'âge de la retraite à 64 ans, au lieu de 62. Ça représente un coût de 20 milliards d'euros d'économie, donc chaque année 20 milliards de plus. Donc, vu qu'on est aujourd'hui à la retraite à 62 ans, si on passe à 60 ans, techniquement parlant, si on fait un bon calcul, normalement, on devrait perdre du coup 20 milliards d'économies. En sachant que Fabien Roussel n'a pas beaucoup de... Je dis pas qu'il n'a pas beaucoup d'idées, je pense d'ailleurs que Fabien Roussel est, on va dire, le seul candidat réellement de gauche, on va dire. Mais en revanche, il a très peu de plans économiques, en réalité. Où est-ce qu'il va prendre l'argent, comment est-ce qu'il va faire effectivement pour qu'on repasse à 60 ans, etc. C'est très compliqué et au final c'est une décision aussi fantaisiste que ce que dit Marine Le Pen ou ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Juste pour rajouter une chose, aussi, il faut aussi encourager à certaines personnes de plus pratiquer d'activité physique aussi, puisqu'il y a des personnes qui vont plus tenir aussi à 64 ans, comme d'autres non, tu vois. Ça dépend aussi de l'activité physique que tu pratiques à côté, de ta condition physique aussi, c'est surtout ça, parce qu'il y a des personnes à Non mais là 60 on ans qui sont parle, encore, oui, oui mais là on qui parle peuvent, pas de l'individu, qui là peuvent on, encore travailler, mais, oui, mais là on parle pas vraiment mais de voilà. l'individu, on parle plutôt, on va dire, de si on passe à la retraite à 60 ans ou à 62 ou à 64. Bon, c'est vrai que c'est plus conseillé de faire du sport. Très bien. Alors, ensuite, la semaine du travail passera à 32 heures sans diminution de salaire. Qu'en penses-tu, Hassan? Ouais. Sur les 32 heures, bon, juste pour quand même juste donner des éléments de réponse là sur la retraite quand même. L'espérance de vie augmente, comme tu disais Valentin, je suis Mhm. d'accord avec toi. Mais justement, elle augmente puisque les conditions de travail s'améliorent et puisqu'on part à la retraite plus tôt, Non, justement. pas du tout. Et c'est pas à l'inverse. Et l'espérance de vie en bonne santé, elle diminue. Je crois qu'elle est à 64 ans pour les femmes et 62 pour les hommes. L'espérance de vie en bonne santé. Mais je pense que c'est un petit peu, c'est un petit peu hors sol de penser qu'on peut continuer à bosser plus tard. Je pense, aller dire à une caissière, à un ouvrier, à un boulanger qu'il faut qu'il continue à bosser plus longtemps, il va vous dire qu'il en peut plus, quoi. C'est plus possible. Et effectivement, le discours de oui, ça coûte trop cher, on peut pas, ça va être en difficulté, je pense, c'est le discours assez libéral classique qu'on entend à droite depuis longtemps, et c'est pas grand chose de nouveau, quoi. Dans ce cas, Et il je faut donner pense un que plan c'est un projet de économique. société. Dans ce cas, il faudrait Il y donner a, un plan oui, économique, qu'on puisse avoir une idée de comment Fabien Roussel finance tout ça. bah, c'est vraiment le côté capital travail, quoi. Est-ce que on pense que c'est sûr que pour les patrons ça coûte cher et pour les grandes entreprises bien sûr, hein, parce que je mets pas tous les patrons Pour les dans le même petites sac. également. Mais pour les grosses entreprises, évidemment, pour les gros patrons ça va coûter cher. Mais après voilà, la question c'est est-ce qu'on se place du côté du travail ou du côté du capital. Nous on a fait le choix de se placer du côté du travail. Sur les 32 heures, effectivement, on propose de passer à la semaine de 32 heures pour pouvoir travailler moins, pour pouvoir travailler tous, et pour pouvoir aussi être épanoui au travail. Parce qu'on pense, nous on croit au travail, vraiment. On veut la France de la bonne paye, comme dit Fabien Roussel, et on croit que le travail peut être épanouissant. Mais pour ça, il faut pouvoir bosser dans de bonnes conditions. Et encore une fois, quand un salarié produit de la richesse, il y a une partie de la richesse une partie des bénéfices, une partie de la richesse créée, qui va on va dire,
coup, qui est utilisé pour le capital, qui va soit pour les actionnaires, soit qui est réinvesti, soit qui va en dividende. Nous, ce qu'on dit, c'est que, du coup, un salarié qui bosse dans une entreprise à 35 heures, il y a en gros 28-29 heures où il bosse pour lui, et les 6 heures qui restent, les 6 heures de temps où il produit, cette richesse, elle va pour les dividendes, pour les actionnaires, pour le patronat. Et c'est un vrai rapport de classe, quoi. Est-ce que du coup, on veut rajouter du profit, du bénéfice pour pour le camp du travail, pour les salariés, ou est-ce qu'on veut mettre du bénéfice du camp du capital pour les actionnaires? C'est la question, c'est où on place le curseur. Et pour ça, soit on augmente les salaires pour passer le curseur du côté des salariés, soit on les baisse pour les passer du côté du capital, ou alors on augmente le temps de travail pour que du coup on travaille plus pour faire plus de bénéfices pour le capital, ou alors on réduit le temps de travail pour produire autant, mais que la richesse soit mieux répartie pour le travail. Donc pour nous, c'est quelque chose de fondamental, ça. La hausse des salaires et la baisse du temps de travail, c'est quelque chose de fondamental dans le programme. Ça permettra de vivre mieux, ça permettra aussi à tout le monde de pouvoir passer du temps en famille, de pouvoir profiter des loisirs, passer du temps avec les enfants, les grands-parents, pouvoir aussi s'engager associativement, aussi en politique, hein, pourquoi pas, ou pouvoir faire du sport, pouvoir avoir accès à la culture. En tout cas, tout ce temps-là qu'on passera pas au travail, ça sera du temps passé pour la vie extra-professionnelle, quoi. Et je pense que en tout cas, c'est un vrai projet de société, quoi. C'est un peu ce qu'on dit derrière la France des jours heureux. Et pour le financement, ben on en reviendra peut-être plus tard, mais sur le financement, c'est ça, c'est prendre l'argent là où il est, quoi. Que les gros payent gros et que les petits payent petits. Et de l'argent, il y en a énormément. Là, il y a des bénéfices records pour les grosses entreprises du CAC 40. Il y a l'ISF qui a été supprimé, qu'on propose de rétablir et de tripler. Il y a la fraude fiscale. Enfin, il y a énormément de pistes de financement, mais peut-être qu'on pourra les évoquer plus tard. Je pense que Juste, Hassan, Vas-y, Cédric, je t'en prie. du coup, Fabien Roussel du coup, propose une augmentation du SMIC à 1500 €, c'est bien ça? À 1500 € net et 1900 brut. Non, on préfère parler en Ok. brut pour justement les cotisations, financer la sécu, tout ce que je vous dis. Ok. Et tu penses que cette augmentation SMIC, est-ce que ça va davantage, entre guillemets, motiver les personnes à faire des métiers, entre guillemets, mal rémunérés, selon toi? Est-ce que ça va favoriser les personnes à faire des métiers bah, je pense que déjà en termes de pouvoir d'achat, ça serait bien pour tout le monde, quoi. Parce que quelqu'un au SMIC, quand on augmente son salaire, il va pas aller le planquer dans les paradis fiscaux, il va pas, c'est de l'argent qui va être utilisé direct hein, pour favoriser nos commerces de proximité, pour acheter, je sais pas moi. En tout cas, ça va être de l'argent qui va être réinvesti direct dans l'économie. Donc déjà, c'est un pari sur l'avenir. Et en plus, c'est de l'argent qui va en plus dans les caisses de la Sécu, dans les caisses de l'État, pour financer tout notre programme. Et ensuite, bah, je pense que oui, s'il y a beaucoup de métiers pénibles qui sont pas pourvus, c'est aussi parce que ces métiers font pas rêver, parce qu'ils sont très très mal payés. Et je pense qu'en Je suis d'accord augmentant les avec toi. salaires, notamment les salaires les plus bas, ça permet de rendre les métiers pénibles plus attractifs, ouais, je pense. Je Ouais, je suis d'accord pense, avec toi. je pense personnellement que il faut revenir à cette politique de travailler plus pour gagner plus. Je pense que ça aurait été comme ça que les gens effectivement auront un bon salaire parce que c'est bien beau, on va dire, de leur promettre la retraite à 60 ans, d'avoir un bon salaire, de travailler moins, etc. Au final, tout ça va avoir un coût énorme et c'est pas en taxant les gros patrons qu'on va s'en sortir parce que tout simplement, déjà, ces gens-là, s'ils savent qu'ils risquent de payer plus d'impôts, ils risquent d'ouvrir un compte en Suisse. En sachant également que beaucoup également ne payent pas d'impôts, faut aussi le rappeler, et que beaucoup également vont peut-être même partir dans d'autres pays. Donc au final, c'est quelque chose qui est irréalisable. Donc je pense effectivement qu'il faut mobiliser les citoyens à travailler plus pour gagner plus. Voilà, c'est tout. Effectivement, je pense il faut ce qui est euh, très compliqué en ce moment, c'est qu'effectivement le salaire net est trop bas et le salaire brut est beaucoup trop haut. Et je pense qu'il faut également exactement rétablir, on va dire, une balance pour faire en sorte que justement ce soit ni trop gros pour l'employeur, ni trop faible pour l'employé. Donc c'est pour ça que je pense, parce que tu parlais de pouvoir d'achat,
Je pense que si on veut faire des dépenses sur le pouvoir d'achat, éviter que les citoyens payent trop d'impôts externes pour qu'à la fin il leur reste quelque chose, je pense en réalité que ce n'est pas simplement en taxant les gros que ça va fonctionner, ça ne marchera jamais. La France va basculer dans... Parce qu'il faut également redire ce qui se passe actuellement. Il y a eu des confinements, et des confinements ont eu un coût énorme sur la France, sur même le monde entier, et que ça va se payer en impôts. Donc ce n'est pas en disant, en promettant à la lune la retraite à 60 ans, de travailler moins et pourtant gagner plus, que les gens déjà vont y croire, et qu'en plus ça va réellement fonctionner. Les impôts vont être énormes et surtout les citoyens paieront encore beaucoup plus et n'auront pas leur retraite à 60 ans. Euh, que Zemmour le fasse ou non, la retraite passera à 64 ans dans tous les cas, puisque c'est une logique incontestable, et que surtout les temps de travail, je pense, se stabiliseront encore quelques années, mais ne pourront pas, on va dire, se baisser à revenir à la semaine de 32 heures, puisque effectivement, on peut pas en fait faire 32 heures, ce serait inefficace. Les gens travailleraient donc du coup beaucoup moins, donc il y aurait beaucoup moins de travail en France. Et donc du coup, effectivement, ça va être compliqué de leur, en plus, leur donner un SMIC à 1500. Ça va être très compliqué. Donc je pense, il faut pas toucher au SMIC. Il faut simplement leur dire, si vous voulez gagner plus, vous travaillez plus. Voilà. Après, effectivement, il y aura toujours des problèmes, mais on ne pourra pas les régler simplement en promettant des choses comme ça, qui ont un coût énorme, et surtout sans qu'on nous explique comment le financer. Ouais, ouais. Sur ça, moi je pense quand même il faut se dire les choses aussi. La, on parle, la France a jamais été aussi riche. On n'a jamais autant produit qu'aujourd'hui. C'est une question de répartition des richesses. Oh là Et là. sur le fait de dire que il faut travailler plus pour gagner plus, bon Mhm. déjà c'est un peu un classique, encore une fois, de la droite libérale qu'on connaît. Et, et je pense que moi, ça me paraît compliqué, moi, d'aller dire à beaucoup de gens qui font des boulots pénibles, à des serveurs, à des caissiers, à des femmes de ménage, d'aller leur dire, à des mécaniciens, d'aller leur dire, bah, t'inquiète, travaille plus si tu veux gagner plus. C'est déjà des métiers extrêmement pénibles, des gens qui ont peu de temps pour la vie de famille. Et en plus, bon, je pense qu'on a quand même en commun de vouloir avoir incarner cette France républicaine. Donc, un peu la question d'avoir la vie de famille, c'est des choses, je pense, qui peuvent nous rassembler. Mais je pense qu'il faut pouvoir donner du temps pour aussi la vie en dehors du boulot. Et dire travailler plus pour gagner plus à des gens déjà qui travaillent beaucoup, qui sont très précaires, ça me paraît compliqué. Sur les gens qui vont partir, les entreprises risquent de partir. Nous, on a une proposition là-dessus, c'est le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Ça, c'est un peu une proposition phare, c'est quelque chose qu'on a pu faire pour les particuliers, pour les gens qui bossent aujourd'hui, on est prélevé, on a le prélèvement à la source. Et donc ça, il faut qu'on puisse le faire aussi pour les multinationales. C'est que Coca-Cola, par exemple, Apple ou d'autres, avant qu'ils puissent faire partir leurs bénéfices dans des paradis fiscaux, on prélève à la source immédiatement. Et ces chiffres, on les a. Je pense à Total, combien Coca a vendu de litres de Coca-Cola. Avec la TVA que l'État perçoit sur les bouteilles de Coca qui sont vendues, on sait exactement combien de bouteilles de Coca sont vendues en France. Donc on prélève à la source immédiatement. Et là, de toute façon, les gens, voilà, l'entreprise, elle va pas partir. Donc ça permet de répondre à ça. Sur le salaire brut trop haut, moi vraiment, là, je pense qu'il y a une différence fondamentale. Et on a la droite, là, la droite est assez en accord sur ça, de Macron à Zemmour, en passant par Le Pen et Pécresse. Tout le monde dit le salaire brut est trop haut et on va augmenter le pouvoir d'achat en réduisant le salaire brut. Là, je pense il y a quelque chose qu'il faut qu'on puisse démonter. Le salaire brut, c'est ça qui permet de financer tout le modèle de solidarité, tout le modèle social français. Et en fait, le salaire brut, c'est juste du salaire différé. C'est de l'argent qu'on perçoit plus tard. Quand on a un problème de santé, que du coup on ne peut pas bosser, la Sécu nous paye. Si on a un accident de la vie, ça arrive, ou si notre entreprise est délocalisée, qu'on se retrouve au chômage, c'est bien qu'on puisse avoir un revenu pour financer les retraites, pour financer aussi
des allocations familiales pour des familles qui ont des enfants, qui ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir financer l'école, financer le coût d'un enfant. Ça, je pense que c'est un magnifique modèle de société. Et c'est ce qui nous reste du programme du Conseil national de la résistance. Il ne faut pas qu'on le jette à la poubelle. Et pour ça, il faut le financer. Et ça passe par du salaire brut. Parce que si on réduit le salaire brut, demain on dira, ben maintenant il n'y a plus d'argent pour la sécu. Ben oui, forcément qu'il n'y a plus d'argent pour la sécu. On a défoncé le salaire brut, on a délocalisé, il y a du chômage, et on a augmenté le temps de travail. Bien évidemment qu'il n'y a plus d'argent dans la sécu. Donc, pour nous, il faut augmenter le salaire brut, ce qui augmentera aussi le salaire net. C'est pour ça qu'on dit un SMIC à 1900 brut et 1500 net. Parce que comme ça, on finance le service public, la sécu, et c'est ça. Sinon, demain, on nous dira, ben, vous voyez, il y a le trou de la sécu, on est obligé de moins rembourser les soins. On avait Et oublié donc, aussi un peu les demain, c'est fraudes. le modèle à l'américaine. C'est le modèle à l'américaine. Et quand on aura un cancer, ben, il faudra faire un prêt. Il faudra aller s'endetter auprès des marchés privés qui, eux, se feront leur beurre. Et c'est pour ça que je pense que cette droite-là, qui est incarnée par les candidats que j'ai cités, cette droite-là défend profondément les intérêts du patronat, les intérêts du capital, et est contre le peuple qu'elle prétend défendre. Je... C'est pas du tout ça pour la droite. Il n'y a pas de... La droite défend les grands patrons et la gauche défend les petits, enfin ceux qui sont les ouvriers, etc. Pour moi, il y a pas ça du tout. Parce que tu parles de la résistance. La résistance était quand même... Enfin, si on parle bien de cette résistance-là, était quand même menée par le général de Gaulle. Et De Gaulle était quand même de droite, il n'était pas communiste, il n'était pas de gauche, il était de droite. Même, on va dire, si aujourd'hui il devait avoir un héritier, ce serait de Zemmour. Ensuite, Zemmour qui réhabilite Pétain et qui réhabilite quelqu'un qui a collaboré. Et De Gaulle, c'était une droite républicaine que je respecte, contrairement à Zemmour, qui lui était plutôt du côté des collaborateurs. oh là là, et alors, on peut débattre de ça, mais franchement, ce serait peut-être pas efficace d'y aller, puisque je pense que déjà, il y a assez de procès qui sont faits à Zemmour actuellement. Et que surtout, moi qui connais un petit peu le sujet, je pense que ce serait quand même assez grotesque de devoir rentrer dans ce genre de débat, quand on sait également que le Parti communiste tout de même est l'héritier de Staline. Donc je pense que le parti des collabos est quand même bien incarné aussi par les communistes. Je Euh, connais cette théorie, ouais. Les citations de SS-117, les communistes, c'est des gens avec des chapkas, des blousons de cuir. non mais Je connais cette théorie, je peux excuse-moi, sortir les factions générales. Staline est communiste. Staline était communiste, Lénine était communiste. En Chine ils sont communistes et tu vois les Ouïghours se font exterminer. Donc bon, le communisme ça fonctionne pas non plus. Donc si on peut faire des procès à Zemmour, on peut en faire également à tout le monde. Mais pour ce Zemmour qui qui... défend les musulmans chinois maintenant. Non, 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 je dis pas qu'il défend les musulmans, en tout cas, je dis qu'en tout cas, il dit que les musulmans devront s'assimiler à la France, tu vois, pour qu'on soit unis sous une culture commune, ce que propose pas Fabien Roussel, à part parler comme quoi il faut manger de la viande et du bon vin, ce que je respecte tout à fait, mais c'est pas comme ça qu'on va unir une culture. Enfin, c'est pas par la gastronomie. En tout cas, pour ce qui est de Zemmour qui serait un collabo, il a dit que Pétain a sauvé les juifs français et beaucoup d'historiens également lui donnent vrai et d'autres historiens disent qu'il a faux. Pourquoi? Parce qu'ils disent Zemmour, ils disent que Pétain n'a pas sauvé les juifs. Oui, il n'a pas sauvé les juifs, mais il a sauvé les juifs français. Il faut le préciser toujours ça. Mais c'est un débat historique. Je pense que tu n'es pas historien et je ne suis pas historien non plus. Elodie ne l'est pas et Cédric ne l'est pas, donc c'est inutile. Et De Gaulle, quand tu dis qu'il est d'une droite républicaine, c'était quelqu'un qui était également contre l'immigration et qui a dit également qu'il ne voulait pas que son village colombait les deux églises devienne colomber les deux mosquées. Il a dit que la France était avant tout un peuple de race blanche, de culture gréco-romaine et de religion catholique. Voilà, donc tu en penses ce que tu veux, mais Zemmour est plus l'héritier de Gaulle que du coup Roussel serait plus l'héritier de Staline. Bon, alors on s'est un petit peu éloigné du sujet. Alors pour revenir sur le programme, oui Cédric. Tu peux juste poser une question, du coup, moi c'est pour poser une question à Sam, tu en penses quoi du programme de Fabien Roussel sur la jeunesse, du coup? Parce qu'il propose pas mal de choses sur la jeunesse et moi je voulais savoir ton avis. Par exemple, quand il propose qu'il aimerait mettre 850 euros. Mais j'allais le dire. Ok, ah, vas-y, je te laisse finir. Bon, du coup, il propose un revenu fixé à 850 euros par mois pour tous les étudiants et toutes les étudiantes. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Sur le revenu étudiant, c'est un petit peu l'idée, c'est un peu le même principe que celui de la sécurité sociale, c'est
Aujourd'hui, on sait que le salariat étudiant, c'est la première cause d'échec à l'université. Et du coup, on pense que il faut un revenu étudiant pour pouvoir sortir les étudiants du salariat et leur permettre de réussir le mieux possible. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir la jeunesse la mieux formée du monde, avoir la jeunesse la mieux formée possible, pour pouvoir relever tous les défis qu'il y a devant nous. Le défi climatique, le défi sanitaire dans lequel on est encore, le défi économique, pour pouvoir aussi redresser le pays, il faut avoir une jeunesse la mieux formée possible, pour pouvoir aussi former les ingénieurs de demain. Et pour ça, il faut sortir les étudiants du salariat. On le finance la moitié par une nouvelle cotisation. Donc c'est pour ça que encore je me suis attaché au salaire brut. Parce que là aussi, une moitié donc par la cotisation, une moitié par l'État. Et je pense que si on demande aux parents, est-ce que vous êtes OK pour cotiser tous les mois sur votre fiche de paye 5 euros de plus chaque mois, et en contrepartie, c'est fini les prêts étudiants, c'est fini la grande précarité, fini les emprunts des parents pour financer les études, ça c'est fini en revenu étudiant pour toutes et tous à 850 euros. Je pense que tout le monde serait OK pour faire ça. De se dire, on cotise un petit peu plus, et en contrepartie, comme ça, on a la garantie que nos enfants pourront étudier dans de bonnes conditions. Donc nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est un revenu étudiant, ça permettra de sortir les étudiants de la précarité, finir les queues là devant les files alimentaires. Macron, il voulait faire de la jeunesse là, une grande priorité du quinquennat. Je pense que son quinquennat, là, c'est surtout on retient Parcoursup, on retient les queues devant les files alimentaires, les contrats précaires, un jeune Fabien une Roussel, solution. Fabien, pardon, excuse-moi d'avoir coupé, mais Fabien Roussel aussi aimerait retirer Parcoursup aussi, du coup. Ah, c'est ça, c'est pour ça. Donc, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la jeunesse la mieux formée possible. Donc, revenu étudiant. Et pour Parcoursup, c'est parce qu'aujourd'hui, Parcoursup, c'est une vraie plateforme de tri social. Et là où on a du coup deux solutions, il y a de plus en plus de jeunes qui aspirent à vouloir faire des études après le bac. Deux solutions. Soit on dit c'est la loi du plus fort et il n'y a pas des places pour tout le monde et que les meilleurs gagnent, c'est pas notre choix à nous. Soit on dit il faut que tout le monde puisse avoir accès à l'enseignement supérieur parce que c'est un réel gâchis de se dire il y a plein de jeunes aujourd'hui là qui ont des rêves plein la tête, des projets plein les yeux et tout est brisé par une plateforme juste parce qu'on ne veut pas mettre de moyens dans l'enseignement supérieur. Et nous, ce qu'on veut, c'est recruter des profs, c'est pouvoir construire aussi des universités en plus. Ça, on l'a financé, on fait passer le budget de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche de 14 milliards à 20 milliards d'euros, ce qui nous permet de créer 10 000 enseignants-chercheurs en plus et permettre à l'ensemble des jeunes qui le souhaitent d'avoir accès aux études supérieures, ou ceux qui le souhaitent, parce que tout le monde ne veut pas faire des études. Je pense que tout le monde n'a pas vocation de faire des études. Donc l'ambition, voilà, c'est d'avoir la jeunesse la mieux formée possible. Et ça, je pense que c'est quand même un beau projet, quoi. C'est encore une fois la France des jours heureux. Là, on a 80 000, quand même, 80 000 bacheliers, 80 000 jeunes qui ont eu le bac, quoi. Et on leur dit, c'est fini, on arrête. Du jour au lendemain, voilà, l'aventure s'arrête. Les études, c'est pas pour toi, désolé. Il n'y a pas assez d'argent, donc navré, merci, au revoir. Ça, pour moi, c'est pas. Macron peut pas être le candidat des jeunes. Macron, c'est le candidat de Parcoursup et des vies brisées, quoi. Donc c'est pour ça, nous, un revenu étudiant, on supprime Parcoursup et on permet à l'ensemble des jeunes qui le souhaitent et qui ont le bac d'accéder à l'enseignement supérieur. J'ai pas envie de défendre Macron, mais il faut pas oublier également qu'il y a eu la crise sanitaire qui a quand même bien affaibli les jeunes, donc ce n'est pas non plus totalement la faute de Macron. Sur ce point-là, pourtant tu sais bien que Macron ce n'est pas ma tasse de thé, mais il faut lui reconnaître au moins ça, c'est que c'est pas totalement de sa faute, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de misère chez les étudiants. Il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi la faute du Covid. Mais c'est pas grave. On va surtout préciser encore une fois que c'est encore des nouvelles dépenses, encore de l'argent magique qui tombe du ciel. Les étudiants seront bien contents, les retraités seront contents, les employés seront contents, tout le monde sera content. Et qui au final, tout ça n'arrivera pas parce que du coup, l'économie est en train de s'effondrer. Parce qu'également, il y a quelques minutes, tu avais dit qu'en tout, la France était très productive actuellement. On était en train de redevenir une richesse, etc. On est, je crois, 80 milliards en dessous de la balance économique. Donc on a le PIB le plus faible d'Europe, il me semble. Donc il faut également reconnaître le fait que tout ça va devoir être payé par nos enfants et nos petits-enfants. Donc je pense être compliqué de financer tout ça, mais c'est un programme et on verra ce que ça Juste pour donnera dire, par la par exemple, suite. juste par là, quand tu vois ce programme étudiant, je pense que quand même c'est un programme plus
plus important quand même que l'islam. Tu vois bien que ça touche la jeunesse. Et on voit bien que la jeunesse aujourd'hui est quand même démotivée, tu vois. Parce qu'on leur propose rien. Quand tu vois, Oui, par oui, exemple, à oui, non, Paris, mais il n'y a pas. on voit ça dans les Quand tu vois sondages qu'à surtout. Paris, On voit ça dans les sondages surtout. Quand il y a un candidat qui est à non, mais, 15% et l'autre qui est à 5%. non, mais bien, oui, mais bien évidemment, parce que le problème, la première chose des Français qui pensent, c'est l'islam. Mais non, il y a Non, c'est aussi surtout la les survie de la France. étudiants. Aujourd'hui, moi, je vois aujourd'hui des étudiants faire la queue pour aller manger, etc. Mais Ça, je oui, suis désolé, on n'en parle pas assez. Mais on parle mais de bien sûr, l'islam mais c'est comme. triste. Mais Cédric, mais c'est... Voilà, c'est triste. Mais tout le monde le dit que On c'est doit- triste. On est tous d'accord pour le dire. Bien évidemment. Non, Quand... mais oui, justement, c'est pour te. Vas-y, c'est pour juste Oui, pour te dire qu'on a aussi trouvé des solutions par rapport à ça, tu vois. On ne doit pas seulement parler seulement de l'islam, du quoi, tu vois. Ça, par exemple, c'est des mesures qui doivent ça veut être pas dire qu'on prises. ne doit pas en Parce parler non plus. qu'aujourd'hui, par exemple, 850 euros. Par exemple, je prends l'exemple de 850 euros par mois pour tous les étudiants. Je suis désolé, mais ça va motiver les étudiants à plus travailler, puisqu'ils ne vont plus penser à ce qu'ils vont manger le soir, etc. Ils sont peut-être aisés. Ça, c'est déjà pas mal, tu vois, je trouve. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui ne mangent pas à leur faim et qui n'étudient pas assez. Du coup, moi, je pense que quand même, cette proposition est pas mal, tu vois. Je pense surtout que les Et en plus de, Français, évidemment, la et en plus jeunesse, de ce qui se passe, mais effectivement, ce qui se passe pour la jeunesse en ce moment, c'est terrible. Mais je suis, voilà. tout le monde est d'accord pour le dire, ça, y a aucun souci. En revanche, je dis juste que on peut proposer de l'argent magique, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Je pense qu'à un moment, quand tu dis programme islam de Zemmour, etc., c'est surtout que les Français sont attachés en ce moment à la survie de la France. Je vois bien qu'en ce moment, la France décline culturellement et est en train de devenir un pays faible. Et donc, du coup, que ce soit économiquement, ou culturellement, ou beaucoup d'autres sujets. Donc, effectivement, les Français ont envie de prendre un candidat qui en parle et qui ose le dire. Parce que, bon, bah, Évidemment, la oui, pauvreté, bien évidemment, certains Français s'en foutent, quoi. Quand les gens aujourd'hui voient des étudiants faire la queue, mais il y a des parce qu'ils n'ont étudiants pas qui votent Zemmour aussi. pas Mais manger je de suis un faim. étudiant moi aussi, je vote Zemmour. Comment? Moi aussi, je vote Zemmour. Pourtant, enfin, je suis jeune, j'ai des gens. Ouais, mais, ouais, mais tu travailles. Ouais, mais tu travailles déjà. Je Voilà, travaille, tu mais n'as j'ai pas fait des des. études Attends, supérieures. attends, Tu mais. n'as pas fait des études supérieures, tu n'es pas allé à la fac. Non, Enfin, mais c'est j'ai même ça, des. il y en a qui vont à la fac, il y en a Mais qui ont un j'en ai des master, amis qui c'est vont à plus la compliqué, fac. quoi. J'en ai des amis Bien qui vont à sûr. la fac. Ils ont pas choisi Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon, ils ont choisi Éric Zemmour. Mais bon. Oui, mais aujourd'hui, Il y a on aussi met en un jeu avant. médiatique aussi. Comment? Comme... Il y a aussi un jeu médiatique aussi. C'est pas que les gens qui font leur choix de manière tout à fait libre et tout ça. Il y a quand même une médiatisation plus importante et les thèmes Exactement. de la droite sont plus médiatisés. Pourtant, la première priorité des Français, c'est le pouvoir d'achat. Oui. C'est pas qu'une question de sondage, c'est aussi une question de médiatisation. Si on voyait Voilà. autant Roussel, si on parlait autant du programme de Roussel que de celui de Zemmour, je suis sûr que les sondages seraient pas pareils. J'en C'est suis ça, pas voilà, sûr. c'est tout. J'en suis pas sûr, non. C'est une chose que Valentin n'accepte pas. C'est une chose qui est réelle, ça. Je suis désolé qu'aujourd'hui on parle de l'islam, putain, je suis désolé, mais un programme sur l'islam, putain, je suis désolé, On en donc si parle aujourd'hui parce que ça ça attire ton intéresse les œil, si ça attire Français. ton attention, si un programme islam attire ton attention, c'est qu'il y a un problème, parce qu'aujourd'hui, non, c'est pas la chose la plus importante en France, quoi. Il y a Attends, beaucoup de attends, choses attends, qui sont attends. largement Attends, plus importantes. Cédric. Je vais juste terminer ça et ensuite on va terminer le débat entre nous deux, enfin entre toi et moi du coup, pour revenir du coup au sujet principal, une question posée par Elodie. Juste pour te dire, Florian Philippot, sa principale motivation dans cette élection présidentielle était de faire du Covid son thème principal. En tout, il s'était présenté pour le Covid. Excuse-moi, pendant toute la durée de sa presque candidature, on a eu le sujet du Covid. C'est pas pour autant qu'il est arrivé à 15% dans les sondages. Il est resté à 0,5, 1%. Donc, excuse-moi, c'est pas au niveau de la médiatisation qu'on arrive à ça. C'est juste que les Français sont plus intéressés par ça. L'économie, Non, enfin le pouvoir d'achat, ça les intéresse évidemment, mais ça veut pas. Mais regarde, ils votent majoritairement quand même. Alors pourtant, c'est leur principal intérêt, le pouvoir d'achat. Pourtant, la majorité vote quand même soit Macron, qui pour le pouvoir d'achat n'a pas été super bon, soit Marine Le Pen, soit Zemmour, soit Pécresse. Voilà. Mélenchon pour la gauche. moi je pense qu'il y a des problèmes. Hassan, quelle est ton opinion par rapport au pouvoir d'achat? Bah, sur le pouvoir d'achat, je pense que c'est un vrai sujet. Et c'est pour ça que c'est. Tu as raison, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont prévu pour le moment de voter pour un candidat extrême droite, que ce soit Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ça c'est vrai. Et je pense que c'est. Et moi, je fais pas partie de cette gauche qui insulte un petit peu, qui dit bah c'est des fachos, bien fait pour eux, ils auront ce qu'ils Non, méritent. tu viens de dire Un extrême droite. peu. Quoi? Tu viens de dire extrême droite. Extrême droite, c'est quand même bien assimilé au fascisme quand même. Oui, oui, mais moi ce que je dis, c'est que les gens, on va dire
la trentaine de pourcents de gens qui ont prévu de voter pour l'extrême droite, moi je dis pas que c'est tous des fachos, des connards, bien fait pour eux, ils sont cons. Moi je fais pas partie de cette gauche là qui méprise un petit peu ça. Je pense que c'est un électorat qui se trompe de colère et qui pense que le souci c'est l'immigré, c'est son voisin. Moi, je pense pas que c'est à cause des immigrés que les entreprises ferment. Je pense pas que c'est à cause des immigrés qu'on délocalise notre production en Chine, qu'on ferme nos usines et tout ça. Je pense pas que ce soit à cause des immigrés que nos salaires baissent et tout ça. Même Mais si bien sûr que si. il y a quand même une immigration qui est organisée par le patronat pour tirer les salaires à la baisse, ça c'est vrai. Mais Voilà. je dis pas pour autant que le problème des... voilà. Le vrai problème, c'est le coût du capital, c'est le coût du pognon roi, c'est l'argent aujourd'hui qui dicte énormément de choses. Et encore une fois, si on, depuis les années 45, la richesse produite en France, elle cesse d'augmenter. Si tu regardes le PIB, tu regardes n'importe quelle courbe du PIB, tu pouvais trouver ça vite fait sur Google, la courbe, elle cesse d'augmenter. On produit chaque année plus que l'année d'avant. Bon, il y a eu le Covid, où on a produit. Mais par contre, chaque année, on produit plus que l'année d'avant. Et toute cette richesse-là, qu'est-ce qu'on en fait? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que cette richesse-là, elle serve aux gens qui la produisent, c'est-à-dire aux salariés. Et je dis pas que les salariés, tu as aussi un petit patronat, des gens aussi qui créent leur entreprise, qui bossent. Ces gens-là, il faut qu'ils puissent se réapproprier les richesses qu'ils produisent. Et c'est pour ça que nous, on est le candidat du pouvoir d'achat et on veut augmenter les salaires, on veut augmenter les pensions, les retraites. Et c'est pas avec de l'argent magique, c'est avec ce que je dis sur le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales. Nous, on veut qu'il Qui n'y ne ait marchera aucun pas. écart de salaire de 0 à 20. Que Ouf. par exemple, s'il y a un salaire à 1000 euros dans une entreprise, on veut que personne puisse gagner plus de 20 000 euros. Parce que on ne peut pas créer 20 fois plus de richesse que quelqu'un d'autre, on est des êtres humains. Mais Donc nous, pourquoi? on veut vraiment réduire les inégalités, s'attaquer au coût de l'argent, au coût du capital, parce qu'aujourd'hui, tous les intérêts bancaires, tout le poids de la finance, tout cet argent-là, il faut qu'on puisse aller le chercher. C'est nous qui le produisons. On produit cet argent. Il faut que cet argent il puisse nous revenir. Et c'est la grande classe, bon, on disait la classe ouvrière à l'époque, maintenant bon, je pense qu'on peut plus parler des salariés, c'est un vocabulaire qui parle plus aux gens, mais c'est la grande classe des salariés qui produit la richesse et qui doit se le réapproprier. Et donc c'est pour ça que nous, on est le candidat du pouvoir d'achat, on veut que les gens puissent remplir leur frigo, manger à leur faim, voire aussi partir en vacances, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit réservé à une minorité. Et c'est pour ça que tu me disais sur le pouvoir d'achat, nous, Fabien Roussel, c'est le candidat du pouvoir d'achat, c'est le candidat des salaires, des pensions, et c'est le candidat qui permettra à tout le monde de pouvoir subvenir à ses besoins de manière correcte. Alors, une politique d'humanité sera mise en œuvre pour accueillir les populations migrantes. Valentin, qu'en penses-tu? Ouais, Je pense que tout le monde connaît mon avis sur l'immigration ici. Donc, je pense que c'est une question surtout que de te poser à Hassan, du coup. Mais personnellement, en France, je suis opposé à toute immigration. Et je dis bien toute immigration. Voilà, qu'on me dise pas, c'est seulement l'immigration maghrébine ou je ne sais trop quoi. Voilà, aucune immigration. Voilà. Donc, parce que oui, l'immigration a un coût sur les Français. Sur la France en général. Et pour moi, c'est en arrêtant l'immigration également qu'on fera beaucoup d'économies. Parce que là, en tapant sur les multinationales, etc., elles vont toutes partir. Les patrons ne paieront pas d'impôts en France, on le sait très bien. Je pense que tout le monde a envie de faire en sorte de payer le moins d'impôts possible. Voilà, et donc tous les présidents essaient de faire en sorte que. Voilà, tous les présidents parlent comme Fabien Roussel, hein, essaient de régler tout ça. Aucun ne peut le faire, puisqu'ils délocalisent tous, voilà, toutes les entreprises. Si tu veux également, enfin, comme Fabien Roussel le veut, qu'en tout, aucun salaire ne soit supérieur à 20 000 euros, bah du coup, tous ceux qui touchent plus de 20 000 euros, bah ils vont se dire, si je peux plus toucher plus de 20 000 euros en France, je vais me barrer, donc ça fait moins d'entreprises également. Il faut également lutter contre la fraude. On oublie également qu'il y a euh, plus de cartes vitales qu'il n'en faut également. Enfin, il y a plus de cartes vitales que de Français. C'est quand même assez bizarre quand même. C'est la fraude sociale, tout ça, et ça aussi, je pense que ça aussi un problème qu'il faut gérer.
Mais bref, tout cet argent magique, j'appelle ça bien argent magique, c'est pas seulement en prenant aux grands patrons, puisque les grands patrons partiront tous. Quand tu parles de Coca-Cola, Coca-Cola ce n'est pas en France, hein. Coca-Cola c'est aux États-Unis, donc bon, c'est très compliqué de leur taper dessus. À moins de devenir président du monde, mais ça va être aussi un peu compliqué à l'échelle de la France. Donc effectivement, tout ça, c'est très compliqué, et je pense qu'effectivement, il faut arrêter l'immigration, parce qu'en réalité, c'est en arrêtant l'immigration qu'on va pouvoir commencer à faire des dépenses, parce que l'immigration, je peux t'assurer qu'elle a un coût, hein. On leur offre un logement, on leur offre l'AME, on leur offre donc du coup de l'argent, tout ça, on leur donne tout, on leur donne tout, et finalement pour que 55% soient inactifs. Donc au final, ça a un coût, et si les Français ont envie d'avoir plus de pouvoir d'achat, c'est en arrêtant l'immigration. Donc en réalité, les vrais les vrais candidats pour le pouvoir d'achat, c'est Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et on le voit bien puisque les classes ouvrières votent majoritairement Marine Le Pen et Éric Zemmour en première position. Sur ça, moi je pense que c'est un peu détourner l'attention du problème, quoi. C'est justement de dire c'est à cause de l'immigration, c'est à cause des Ben oui. immigrés, c'est à cause de ton voisin, c'est à cause de ton collègue de travail. Moi je pense que c'est diviser les gens entre eux, c'est un peu essayer de faire son beurre sur la division, C'est et pas ça diviser, détourne du c'est vrai unir. problème. C'est Ça unir. détourne du vrai problème, et je pense que du coup, de fait, ça fait que quand on passe du temps à essayer de taper sur son voisin, sur son collègue, voilà, c'est tout autant de temps qu'on passe pas pour pointer les vrais problèmes, et donc le problème de cet argent roi, de ces riches qui deviennent toujours plus riches, et de l'accumulation de l'argent et du capital. T'as pas répondu Sur, pour l'argent des immigrés, hein. T'as pas répondu pour sur ça. l'argent... Oui, je vais répondre. Sur les entreprises vont partir. Bon, on disait pareil en 1980 avec Mitterrand. Ça y est, c'est les chars russes sur les Champs-Élysées. Toutes les entreprises vont partir. Bon, résultat, elles sont pas Beaucoup sont riches, ça partis. c'est pas bête. Beaucoup sont partis. Et pour autant, la France s'est pas écroulée. Donc, par Presque contre, quand même. Je te rappelle quand sur même 80 milliards 80 milliards sous sur le seuil de PIB. C'est très faible quand même. Je peux t'assurer que là, notre PIB est le moins fort. Donc, si, je peux t'assurer quand même que la France a quand même bien diminué. Nous étions dans les années 80, nous étions la quatrième, cinquième puissance économique mondiale. Nous sommes à présent la septième. Donc, voilà, hein. ouais, écoutez, regardez, bon, de toute façon, là, si vous voulez faire du fake-checking, regardez la courbe du PIB et vous verrez que depuis les années 45, la production de richesse augmente. Mais c'est pas grave. On dit les entreprises vont partir, tout ça. Sauf que si une entreprise dit, bah écoutez, moi, je veux plus. Et je pense qu'en plus, il y a des patrons patriotes qui resteront et qui n'ont pas que le capital comme boussole. Mais sur les entreprises qui vont partir, il faut aussi, c'est à l'État aussi de ne pas laisser les mains libres à la finance. Si un groupe financier, un grand patron dit, bon, c'est bon, vous m'avez saoulé, vous coûtez trop cher, je me suis bien fait mon bif en France, maintenant je m'en vais. C'est à l'État, au ministre de l'économie, de dire très bien, si tu veux, va-t'en. Par contre, ton entreprise, nous, on dit que c'est l'intérêt primordial de la nation, de l'État, de garder l'usine de production, de garder le site de production ici, de garder les salariés, de garder le savoir-faire. Très bien, va-t'en, la porte est grande ouverte. Par contre, l'entreprise, le savoir, le capital, il reste ici. On ne peut pas, on ne Ça, c'est peut une pas, chose. on ne peut pas. Un patron, son Oui, entreprise, elle est parce que privée, elle vous lui n'avez pas appartit. envie. J'ai compris que de toute façon, vous n'avez pas envie de C'est faire pas un qu'on n'a gros pas envie. patronat et un gros capital. Nous, on fait le choix de le faire. Donc, nous, Mais on prenez des bloque, solutions possibles aussi, hein. Ce serait quand même on mieux. bloque les délocalisations, et si le patronat veut partir, qu'il s'en aille. Mais l'entreprise, les salariés, les richesses, elles restent ici. Ce qui est Et c'est pour ça impossible. que je pense qu'on est du côté du travail et que la droite et l'extrême droite est plutôt du côté du capital. Ah bah oui. Sur la fraude sociale dont tu parlais, il y a les fraudes sociales à la CAF, tout ça existe et il faut lutter contre ça. C'est estimé à peu près à 1 milliard d'euros. 20 Et milliards. c'est 1 milliard. 1 milliard d'euros, si vous voulez faire du On fact-checking vérifiera. aussi, allez-y. C'est 1 milliard d'euros. La fraude fiscale, elle est à 14 milliards.
Donc on voit, encore une fois pareil, on agite un petit truc pour détourner l'attention du vrai problème. La fraude fiscale, c'est 14 milliards d'euros. Et c'est des entreprises qui vont, ou des grands patrons, ou des multimilliardaires, qui vont planquer leur argent dans les paradis fiscaux et qui échappent à l'impôt. Et c'est autant d'argent qui pourrait servir à financer des hôpitaux, des écoles, à financer le revenu étudiant, à financer la hausse des salaires. Tout cet argent, il part dans les paradis fiscaux. Et ça, pour le coup, c'est anti-républicain. C'est un vrai comportement de cette bourgeoisie et de ce patronat qui trahit les intérêts de la France, qui trahit les intérêts de la nation. Et ça participe aussi à créer du dégoût pour les impôts, d'avoir du coup, de se dire putain, il y a toujours des privilégiés. Et moi, je pense que c'est à cette fraude-là qu'il faut s'attaquer en priorité. Mais il faut aussi régler le problème de la fraude sociale. Sur l'immigration, pour en venir là, encore une fois, moi je pense que c'est un sujet qui est mis tout le temps sur le devant de la scène pour éviter de parler des vrais problèmes et pour éviter de parler du reste. Et je pense que l'immigration, c'est aussi, il faut voir de quoi on parle. C'est des gens qui fuient la misère, c'est des gens qui fuient la guerre, et c'est des êtres humains. Il faut qu'on arrête de parler de chiffres et de... Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Les Français ont le droit à conserver leur culture, leur civilisation, leur art de vivre. Oui, et donc, oui, voilà. Oui, je sais. C'est des êtres humains. Et alors? Mais et alors? Et alors, on les laisse crever. Je sais que de toute façon, vous êtes là-dessus. Et alors, est-ce que tu as connu la misère? Non, mais on les laisse pas crever, déjà pour commencer. La France, excuse-moi Hassan, la France a le droit de conserver son art de vivre, sa civilisation et sa culture. Voilà. Ça, les Français, ils sont attachés. Voilà. Donc, excuse-moi. Il faut réussir à inclure les personnes étrangères qui veulent venir ici. Mais on a qu'à mais absolument, il faut qu'ils s'assimilent. Sauf que je te rappelle que dans les années... et juste pour répondre avant ça, pour ce qui est du chiffre 1 milliard là, de fraude sociale, je te conseille de lire le fabuleux livre de Charles Prats et tu comprendras un petit peu de quoi on parle. Mais pour en revenir du coup à l'immigration, ce sont des êtres humains tout à fait, mais en revanche, nous n'avons pas envie que notre culture française devienne une culture islamique. Voilà. Donc les gens, ils doivent s'assimiler. Dans les années 30... il y avait du coup une immigration polonaise dont je suis issu moi-même, une immigration portugaise, espagnole, italienne, belge, t'as compris. Il y a eu à peu près entre 1870 et 1930 à peu près 3 millions d'immigrés qui sont arrivés. Sur 3 millions, seulement 1 million sont restés. Les 2 millions, du coup, soit étaient chômeurs, soit ne voulaient pas s'assimiler, ont donc été expulsés. Les 1 million sont ceux qui se sont assimilés à la culture française. Car c'était une loi, la culture française. Il fallait s'y assimiler. Aujourd'hui, on a tout enlevé sous François Mitterrand, tiens donc, qui avait le soutien du Parti communiste, tiens donc. Et tout simplement, aujourd'hui, si on veut accueillir les populations qui fuient la misère et la guerre, ils doivent s'assimiler. Car un pays n'est pas juste un pays. Une nation n'est pas juste une nation. C'est un territoire où il y a un art de vivre, une culture, une identité. Une identité. Et excuse-moi... C'est quoi la culture française pour toi? Comment? C'est quoi la culture française pour toi? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu des fantasmes, mais que tu mets quoi derrière? La culture française, je pense déjà, les Français qui nous écoutent comprendront ce que c'est la culture française quand même. La culture française... Non mais la culture française c'est quand même bien basé aussi sur le catholicisme. Voilà. Ça a été construit par la base par le catholicisme. Par exemple, cette fête Noël, c'est quand même dans la culture française. T'as compris un peu le truc, voilà. Par exemple, pour te faire simple, le ramadan c'est pas la culture française, tu vois, contrairement à ce que dit Hidalgo. Le voile n'est pas un vêtement culturellement français, voilà. Après on peut en rêver aux clichés, là, les bérets, voilà, bon, voilà, on n'est plus à cette époque-là, mais en revanche, on n'est pas de culture islamique, on est de culture catholique, comme le disait le général de Gaulle, que tu admires tant puisqu'il était d'une droite républicaine. Juste pour répondre à Valentin, parce que tu parles de culture islamique, comme s'il y avait seulement des musulmans qui venaient en France, et aussi des personnes de couleur noire qui sont aussi de confession chrétienne qui viennent, donc arrêtez de dire aussi un pays islamique, arrêtez d'en dire ce mot-là. C'est sûr que c'est eux qui sont... C'est sûr que dans les quartiers, c'est dans un enclave étrangère catholique, hein. Tout le monde en est persuadé, voilà. Tout le monde en est persuadé. Allez, Hassan, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Il y a des églises.
Il y a des églises qui sont en train de se faire détruire pour remplacer des mosquées. Il y a plus de boucheries, il y a des boucheries halal. Excuse-moi pour ce terme-là. Je pense que tu as vu comme moi le reportage de Roubaix. Tu l'as vu comme moi, c'est même toi qui m'a conseillé de le regarder. Oui. Donc toi, tu te fais ton avis sur une vidéo. Est-ce que tu vas à Roubaix poser des questions réellement aux habitants? Je vais à Béziers tous les jours. Les journalistes de valeur actuelle, eux l'ont fait. Je vais à Béziers tous les jours. Je vais à Béziers tous les jours. Comment? Je vais dans les quartiers tous les jours à Béziers. Là, on parle de Roubaix. Est-ce que tu vas à Roubaix? Excuse-moi, j'habite pas dans le Nord. Non mais attends. On s'éloigne du sujet, on débattra de ça dans une prochaine émission. Là, pour les quelques minutes qui restent, je vais poser une dernière question à Hassan. Donc, des actions de prévention et d'éducation seraient mises en place pour combattre la LGBTQI-phobie. Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, sur ça, c'est un peu la question de comment on arrive à conquérir l'égalité, en faire en sorte que tout le monde puisse vivre en assumant sa sexualité. On s'enfonce dans les clichés. On s'enfonce dans les clichés, mais bon, je t'en prie, poursuis. Donc l'homophobie, ça n'existe pas? C'est un cliché? L'homophobie existe, mais défendre en revanche un mouvement politique et une propagande, c'est pas non plus mieux. Mais je t'en prie, poursuis, il nous reste très peu de minutes, mais on en débattra une prochaine fois parce que ça, c'est un point que j'ai envie de revenir quand même. On n'a pas pu débattre sur tout. Je trouve que c'est un peu fort de café là de dire que c'est des clichés pour beaucoup de non, c'est les clichés de la gauche, mais c'est Fabien Roussel, c'est la gauche, continue, de toute façon j'ai envie de dire, on n'en est pas là. Même pouvoir avoir... c'est un vrai sujet, l'homophobie. Non, mais quand on sait qu'elle ne représente plus rien, mais bon, vas-y. Il y a beaucoup de personnes homophobes. Non mais Valentin, il y a beaucoup de personnes homophobes en France. Mais qu'est-ce que t'appelles homophobie? Qu'est-ce que t'appelles homophobie? C'est être opposé à la PMA sans père? C'est des gens qui se font agresser dans la rue parce qu'ils tiennent la main à quelqu'un d'autre. Oh là là. Et bah oui, mais je croyais que vous étiez le candidat de la sécurité. Mais ça n'existe pas? Valentin, ça n'existe pas? Oui, non, mais justement, si j'ai le temps de répondre à ça, juste quand même, je vais te rappeler quand même que en France, on a eu quand même une avancée considérable au niveau de la communauté LGBT, contrairement à ceux qu'on fait venir d'Algérie ou du Maroc où ils n'ont aucun droit et là-bas ils se font persécuter. Donc ici, quand les immigrés viennent ici, ils vont attaquer ces personnes-là. Donc oui, il y a de l'homophobie, mais pas chez les Français. Pas chez les Français, une minorité de Français. Ce sont majoritairement effectivement des immigrés, des étrangers. Non mais c'est grave ce que tu dis, Mais c'est une histoire de culture. C'est une histoire de culture. C'est n'importe quoi. C'est une histoire de culture. Donc là, tu viens de dire... Attends, juste, je peux répondre. Est-ce que donc là, tu viens de dire que les immigrés sont plus homophobes que les Français? Exactement, oui. Donc, est-ce que tu es au courant que l'extrême droite, est-ce que tu es au courant que la majorité de personnes de l'extrême droite sont contre le mouvement LGBT? T'es pas au courant de ça? Sont contre la propagande LGBT, oui. Oui, ils sont contre la propagande LGBT. Ne soutient pas ce mouvement. Même Éric Zemmour ne soutient pas ce mouvement. Bah oui. Il l'a dit clairement, il ne soutenait pas son mouvement et les personnes de reconquête, les personnes d'extrême droite sont contre toutes ces choses-là, LGBT, la culture exclusive, toutes ces choses-là, et les qualifient, il y a même des comptes sur Instagram, etc., d'anti-LGBT, etc. T'es sérieux? Tu viens de dire que même... Je ne soutiens pas le mouvement LGBT, mais c'est un autre sujet, on s'écarte, mais je t'assure que oui, effectivement, les gens qui viennent de l'étranger de l'étranger, je parle effectivement des pays islamiques, où effectivement la culture est plus homophobe qu'en France, parce que notre culture à nous, depuis 1789, l'homophobie n'est plus un crime, alors que là-bas, tu peux te faire encore pendre pour être homosexuel. Donc, bon. Oui. Sauf que du coup, visiblement, comme t'es contre l'immigration, les personnes LGBT qui subissent des discriminations dans leur pays, tu voudrais pas qu'on puisse les accueillir ici, on l'a compris. Mais en tout cas, bon, au-delà de ça, puis je pense que... On n'est pas président du monde, mais je t'en prie, vas-y. Oui, d'accord. Mais de toute façon, tout le monde ne veut pas venir ici, c'est pas un problème. Mais, heureusement. Je vois que de toute façon, vous jurez un petit peu que par ça, donc on aura compris, c'est un peu anti-LGBT, anti-étranger, mais pas grand-chose pour le pouvoir d'achat et pour lutter contre le pouvoir d'achat. Bah oui, mais c'est vrai que tu écoutes beaucoup Éric Zemmour, mais écoute un peu ses propositions. Oui, bah là, en tout cas, j'avais pas entendu beaucoup ce soir. Mais voilà, mais pour revenir à la question, en tout cas, nous, c'est surtout... d'apprendre le respect de la différence, de pouvoir en discuter dès le plus jeune âge, de pouvoir respecter son voisin, son camarade de classe, dans l'égalité de genre, de pouvoir se dire qu'on peut aspirer à faire les mêmes choses qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme, qu'on puisse avoir les mêmes droits, qu'on hétéro ou qu'on soit gay, et c'est un petit peu ça qu'il y a derrière la prévention
droits des personnes LGBT. Je crois que tu as à peu près 300 ans de retard sur nous parce que, tu sais, les homosexuels et les hétérosexuels ont les mêmes droits. Donc, bon, dire qu'il faudrait rétablir les égalités, bon... Tu rêves d'une France catholique au béret des années 50, là. Je pense que c'est fort de café de me dire que j'ai 300 ans de retard. Non, non, mais je dis juste que... Je dis juste que... Comme il y a 40 ans. Comment? Comme il y a 40 ans. L'homosexualité n'est plus un crime et délit en France depuis 1789, d'accord? Donc, bon, on peut toujours en revenir sur ça. L'homophobie existe quand même. Mais il y a toujours eu de l'homophobie, mais il y aura toujours de l'homophobie, on ne peut pas arrêter ça. Comment? Ah oui. C'est en arrêtant l'immigration effectivement qu'il y aura moins d'homophobie, je peux te l'assurer. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si. Il y a des personnes de l'extrême droite qui font même des comptes anti-LGBT, on le voit tous. Anti-propagande LGBT, ils appellent pas à tuer des homosexuels. Non mais... Mais regarde ces comptes, je suis pas abonné mais je sais très bien de quoi ils parlent, c'est anti-LGBT, anti-propagande LGBT. C'est pas anti-LGBT, c'est pas on ne veut pas tuer les homosexuels, faut arrêter un petit peu. J'ai déjà dit. Non mais il y a déjà, je le sais, il y a beaucoup de personnes du Parti reconquête qui sont homophobes. Ça c'est une réalité que tu ne veux pas assumer. Mais parce que de parler d'étrangers, comme si ces personnes-là, entre guillemets, avaient une haine, il y a aussi beaucoup de Français qui sont homophobes. Et sache-le, c'est comme ça. Parce Une qu'on parle minorité. des étrangers, mais il n'y a pas seulement les étrangers, il y a aussi des Français. Juste assumer ça et c'est tout. Une minorité. Voilà. Une minorité de Français et je vais rester sur ça. Une minorité de Français. Tu en sais quoi? Tu en sais quoi? Et toi, qu'est-ce que tu en sais? Bah moi je le sais, je le vois moi, dans les propos, dans ce que j'entends tous les jours, etc. Je le sais. Mais non, si tu considères qu'être contre la PMA sans père c'est être homophobe, alors voilà, tout le monde est homophobe. Mais bon, on peut passer à autre chose. Hein. Les Français, c'est les gentils catholiques qui subissent le grand remplacement et les étrangers. Pas du tout. Être français, c'est pas être catholique. Être français, c'est pas être catholique. Hein. Moi, je suis. Je t'ai demandé ce que c'était, tu m'as dit la France et le catholicisme. C'est une culture catholique. Moi, je suis athée, je ne suis pas catholique. Voilà. Donc, c'est pas en étant catholique. Voilà. Non, mais. Tu peux être culturellement catholique, je suis culturellement catholique, mais je ne suis pas catholique, excuse-moi. Je connais des musulmans qui sont culturellement catholiques, mais bon, je crois que la contradiction, ça va beaucoup avec Fabien Roussel, apparemment. Musulmans culturellement catholiques. Exactement, j'en connais. Et qui vote Zemmour, d'ailleurs, je peux te l'assurer. Une immigrée qui est là depuis moins de 10 ans qui vote Zemmour. Tiens, et d'ailleurs, ses enfants sont homosexuels, mais je le dis comme ça. Ses enfants sont homosexuels et qui sont prêts à voter, bon, pas Éric Zemmour, mais plus Marine Le Pen. Donc bon, on peut continuer aussi. Bon, très bien, merci beaucoup, merci à tous. Donc, Hassan, tu pourras être réinvité dans une prochaine émission si tu le souhaites, car je vois que vous avez beaucoup de choses à vous dire et on n'a pas encore traité de tous les sujets. Donc, Cédric et Valentin, je vous retrouve donc dans une prochaine émission avec un autre invité. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée.